Quelques rappels tout d'abord, ou des définitions. Les règles d'urbanisme tout d'abord, ce sont l'ensemble des textes et des dispositions qui régissent la construction et l'aménagement des bâtiments et de l'espace. Exemple de texte, donc le code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme, anciennement les plans d'occupation des sols, la loi sur l'eau, les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, les règles propres aux établissements recevant du public et bien d'autres. Ces règles interviennent sur de nombreux critères, comme l'implantation des bâtiments ou des ouvrages, les dimensions, les couleurs, les matériaux. Selon le ministère de l'écologie, concernant l'éco-conception, ça consiste à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des biens ou services. Elle a pour objectif de réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage après la fin de vie des ouvrages. L'éco-conception, ça vise à respecter les principes du développement durable. Ça fait intervenir un grand nombre d'acteurs, le maître d'ouvrage, le programmiste, le maître d'œuvre et toutes ses composantes, les entreprises, les exploitants, les usagers. Il faut toutefois noter dans cette définition de l'éco-conception que certains critères sont difficiles à connaître et à maîtriser pour le maître d'ouvrage ou le programmiste. Par exemple, quelles ont été les conditions d'extraction des matières premières ou des productions des poutres métalliques qui sont proposées, c'est très difficile à maîtriser au niveau du chantier. C'est une démarche volontaire, même si aujourd'hui certains CCTP, enfin certains cahiers des charges ou certaines réglementations, comme la réglementation thermique 2012, sont un peu plus contraignantes. Alors comment rapprocher ces deux notions, l'une étant obligatoire, l'autre étant facultative? Les objectifs développement durable d'un programme. Alors tout d'abord, le programme c'est une discussion, une concertation, un questionnement avec le maître d'ouvrage sur ses objectifs, ses moyens, ses priorités, ses contraintes. En concertation avec le maître d'ouvrage et avec son accord, le programmiste cherchera à intégrer ces notions d'éco-conception dès les premiers contours du projet. En fait, le programme conforme à l'éco-conception cherche à intégrer des cibles HQE. Pour rappel, les 14 cibles HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale, ça a été mis en place par l'association HQE il y a une vingtaine d'années. Donc vous avez les cibles HQE ici, les 14 cibles HQE sont réparties en 4 chapitres, l'éco-construction, l'éco-gestion, le confort, la santé, et puis vous avez des cibles à chaque fois que vous pouvez voir ici. Alors, le chapitre de l'éco-construction, c'est tout d'abord l'intégration dans l'environnement au niveau du plan masse. C'est également, ici un autre exemple, c'est également choisir des procédés, des matériaux, avec une compatibilité avec les coûts qui n'est pas toujours évidente à maîtriser. C'est également la connaissance de la chaîne de production-distribution. Et c'est également de voir la compatibilité avec l'ouverture des appels d'offres, surtout dans le cas de marché public. En développement durable, on chercherait effectivement à avoir des matériaux locaux et de temps en temps pour des questions d'accords commerciaux ou de chaînes de distribution, économiquement, les matériaux ne sont pas les moins chers, ne sont pas les matériaux locaux. Également, les chantiers à faible nuisance, des chartes de chantier vert qui s'attachent sur le chantier, au niveau du chantier, au tri sélectif, à la collecte des déchets sur un chantier. Au niveau du chapitre de l'éco-gestion, vous avez tout d'abord la gestion de l'eau. Alors l'eau, dans les installations hippiques ou équestres, on en consomme beaucoup. Il y a tout d'abord l'abreuvement des chevaux, bien évidemment, la douche des mêmes chevaux, l'arrosage des sols, le lavage des bâtiments, des écuries entre autres. Rappelons quand même qu'il y a une interdiction réglementaire d'avoir 2 circuits d'eau potable d'une part et d'eau récupérée, que ce soit des eaux de pluie, des eaux de drainage, sauf des dérogations exceptionnelles avec une signalétique particulière. Tout ça pour éviter qu'éventuellement des humains ne puissent consommer de l'eau qui ne serait pas potable. Au niveau de l'éco-gestion toujours, mais concernant le fumier, qui est un déchet important dans les équipements et les installations équestres, c'est le fumier, bien sûr. Alors le fumier, il faut voir, je pense, à 2 niveaux, un niveau interne à l'établissement, un niveau externe à l'établissement. Concernant le stockage sur le site, c'est pas le meilleur exemple, vous l'avez remarqué. Concernant le stockage sur le site, il faut une dalle étanche avec une fosse de récupération des eaux percolées par la pluie, qu'on viendra vider quand elle sera pleine. Et on trouve ces indications dans le règlement sanitaire départemental, une réglementation de plus.
On peut avoir aussi de temps en temps une imposition, une réglementation qui impose de couvrir pour éviter que l'eau n'atteigne le fumier, pour éliminer même les eaux percolées. Hors du site, la question de l'enlèvement et de l'utilisation du fumier donc, se pose. Alors autrefois, le fumier payait la paille, ensuite de ça, c'est devenu compliqué à le faire enlever, et aujourd'hui même en payant, de temps en temps, on ne trouve pas de preneur. Donc le fumier devient une vraie question, un vrai souci dans les établissements hippiques et équestres. Hors du site, donc après l'enlèvement, plusieurs pistes ont été mises en route et se développent pour l'utilisation du fumier. Une première solution qui est la combustion. Donc ça permet évidemment de fabriquer de la chaleur, soit utilisée en chaleur directement, soit éventuellement pour faire de l'électricité. La méthanisation, pareillement, qui est utilisée pour faire de la chaleur ou de l'électricité. Méthanisation qui met en œuvre également non seulement du fumier, mais des déchets verts et d'autres déchets organiques. Ces solutions, l'une comme l'autre, demandent des productions relativement importantes, donc ça ne peut être mis en œuvre, mis en place que pour un nombre de chevaux important, soit en regroupement plusieurs établissements, mais sur un petit établissement, c'est peu efficace. Il y a un problème économique qui se pose aussi, parce qu'en général, ce sont des investissements relativement lourds. Vous pouvez avoir un petit problème, une question de réglementation par rapport à la méthanisation. Le méthane, c'est un gaz, ça explose, donc on a des règles de sécurité par rapport à des populations environnantes qui peuvent se poser. Aujourd'hui, toutefois, ça se développe, ça progresse, et vous avez des industriels qui proposent des solutions clés en main pour mettre en place ces solutions-là. Donc, ce sont des technologies en devenir. L'éco-gestion, toujours au niveau de l'électricité. Alors, l'électricité, on en consomme également beaucoup sur les installations équestres ou hippiques. À titre d'information, une piste de trot ou en cours en nocturne, c'est une puissance installée de 1 MW. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais aujourd'hui, les progrès des techniques et des matériels d'éclairage ont fait beaucoup, justement, pour limiter cette consommation d'électricité. Vous avez ici un exemple d'une piste, de la piste de Lyon, à la soie. Vous voyez ici que le filet éclairé est vraiment très très bien dessiné et il n'y a quasiment pas de perte dans les éclairages. Voilà, si la réglementation ne s'oppose pas à ce type d'installation au niveau technique ou urbanistique, c'est au niveau économique que ça peut intervenir. En effet, la rentabilité économique des productions au travers de panneaux photovoltaïques, je vous en montrerai plus tard, tient souvent donc au niveau d'un prix de rachat d'électricité qui est fixé et donc qui ne correspond pas forcément à un prix de marché. Le troisième chapitre, le confort. Alors dans le cas qui nous intéresse, on va parler de l'hygrothermique, qui correspond principalement à maîtriser la condensation dans les écuries. Dans les installations équestres, donc, la condensation sera particulièrement présente dans le cas où on a des parois en béton banché, un peu moins avec des agglomérés creux, et c'est quasi inexistant avec des écuries en bois. Ensuite de ça, on travaillera bien évidemment sur la circulation de l'air, qui va permettre de lutter contre les odeurs désagréables, d'évacuer les gaz nocifs comme l'ammoniac, et satisfaire ainsi le confort olfactif à l'intérieur des écuries. Les préconisations habituelles recommandent de renouveler 4 fois le volume d'air en 1 heure. Donc on cherchera à organiser l'écurie pour effectivement atteindre ce taux de renouvellement de l'air. Le confort olfactif, c'est une autre cible HQE du confort, concerne aussi l'extérieur des écuries pour les usagers du site, mais aussi pour le voisinage. Là, c'est surtout au niveau du plan masse évoqué précédemment que l'on pourra anticiper cette question en prenant en compte les déplacements des odeurs lors de l'implantation des différents éléments, notamment en fonction des vents dominants. Pour le confort visuel, on veillera à l'éblouissement par les sols, notamment les sables blancs qui sont souvent utilisés sur les carrières ou les pistes en sable, et qui peuvent s'avérer, il faut que je tourne un peu de temps en temps, et qui peuvent s'avérer visuellement très agressifs par fort ensoleillement. À noter qu'on peut avoir aussi des injonctions des architectes des bâtiments de France quand on se trouve à proximité effectivement de monuments historiques où l'architecte des bâtiments de France aura des exigences particulières sur la couleur des matériaux, notamment des sables. On cherchera aussi à privilégier la lumière naturelle dans les installations hippiques ou équestres. Ici, vous avez l'exemple d'un manège donc largement ouvert. On bénéficie largement de la lumière naturelle. Le 4e chapitre, c'est le chapitre de la santé.
où là on aura principalement, en ce qui nous concerne, la qualité sanitaire de l'eau et la qualité sanitaire de l'air qu'on a traité précédemment au travers des chapitres de l'écogestion et du confort. Donc circulation de l'air principalement. Ensuite, quel coût pour l'éco-conception? Puisque ça c'est un sujet très sensible. Alors, la notion de coût global. Inévitablement, tout projet est confronté à la réalité économique qui va peser dans les choix et les arbitrages. L'idée est a priori largement répandue du surcoût des solutions de construction développement durable ou d'éco-construction. Or, le périmètre de comparaison n'est pas le bon. En effet, au plan économique, l'éco-conception qui s'attache à une vision globale des produits suppose de considérer la notion de coût global qui intègre le coût initial d'une part, les coûts différés d'autre part. Le coût initial lui-même, on y distingue les coûts d'approche et les coûts de réalisation. Donc les coûts d'approche sont des frais d'études techniques, des frais d'études de faisabilité économique. Les coûts de réalisation, c'est l'acquisition foncière. Les coûts de travaux, qui sont bien évidemment le gros morceau. Par ailleurs, dans les coûts différés, on distingue les coûts d'exploitation. Donc les coûts différés, ce sont les coûts qui interviennent après la réception des travaux, après la réception du chantier. Donc les coûts d'exploitation, c'est assez immédiat. C'est l'énergie, l'eau, les consommables personnels et les coûts de maintenance qui sont les grosses réparations et la maintenance courante. Or, il se trouve qu'on réduit souvent le coût initial au coût de réalisation et au coût de travaux. Alors qu'on voit ici qu'au niveau de l'éco-conception, c'est bien toute la notion, on s'intéresse plutôt au coût global, qui permet, cette notion de coût global, d'inclure dans la réflexion sur le projet l'investissement brut pour livrer des ouvrages et les coûts inhérents ensuite à sa gestion, à son fonctionnement. Alors c'est une approche qui n'est pas courante en France, surtout chez les maîtres d'ouvrage publics. En effet, l'organisation des budgets et la séparation des lignes budgétaires entre investissement et fonctionnement d'une part, et la distinction entre constructeurs, financeurs et utilisateurs, gestionnaires d'autre part, interdit ou quasiment entrave ou interdit cette approche globale. De plus, le Code des marchés publics incite, n'est-ce pas, à retenir l'offre dite la mieux disante, qui ne correspond pas toujours à l'offre la mieux éco-conçue ou la mieux éco-construite. Le preneur délégataire, souvent désigné dans un deuxième temps, assumera de son côté les coûts différés sans avoir non plus de vision globale. Il en est ainsi, par exemple, d'un centre équestre municipal qui sera mis en délégation de service public. C'est au programmiste, alors, d'inciter le maître d'ouvrage à cette considération du coût global et à l'approche technique correspondante, notamment au travers de la désignation des cibles HQE. Un dernier petit mot sur la polyvalence et la mutualisation qui me semble rentrer dans l'aspect économique des ouvrages. La polyvalence des installations pour une mutualisation et une optimisation de leur utilisation répond d'abord à un souci économique, mais elle correspond aussi à une réduction des impacts environnementaux des produits et des services, ce qui est le but de l'éco-conception. C'est ce qu'on avait dit dans la définition initiale. Oui, eh bien, voyez. C'est vrai surtout pour les hippodromes, que leur vocation première, qui est l'organisation des courses, n'occupe pas à plein temps, loin s'en faut. Alors, la mutualisation, ça peut être bien évidemment les stationnements, les vestiaires, les stockages de matériel d'entretien, sans aménagement particulier. Une réflexion mutualiste en amont des projets est rare, bien qu'elle permettrait effectivement d'optimiser cette mutualisation. Il faut toutefois être vigilant sur les adaptations nécessaires pour satisfaire les besoins identifiés de polyvalence et sur les surcoûts qu'elle entraîne. Ces surcoûts doivent toujours être justifiés par le bénéfice d'activités obtenues ou escomptées, sans quoi on obtient l'effet inverse de celui recherché. C'est de la confiture pour finir mon pain, du pain pour finir la confiture, et après on mange beaucoup trop. Alors, deux exemples rapidement. La production d'électricité sur l'hippodrome de Pornichet, vous voyez ici le toit de la tribune. Il y a 1500 mètres carrés de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques. Il y a un surcoût, je dis bien un surcoût, d'1 200 000 €. Une production d'environ 200 000 kWh par an pour une recette de 90 à 100 000 €. Une convention sur 20 ans avec bien évidemment un tarif fixé de rachat par EDF. Pornichet également, ça c'est le hall des paris où un célèbre critique gastronomique est en train de faire la conférence pour vendre son dernier ouvrage. Donc vous voyez que ça, quelques aménagements avec cette petite estrade en bout permet tout à fait de s'y prêter. Le centre d'entraînement de Draget, c'est un centre d'entraînement de galopeurs qui a été ouvert au début de cette année, une capacité de 500 ou 600 chevaux, 40 000 m² de piste arrosée, un bassin de récupération des eaux de drainage,
Une éolienne d'alimentation du bassin, le lagunage. Alors voilà, vous avez le bassin ici sur cette première flèche. Peut-être vous devinez l'éolienne ici au bout de la deuxième flèche. Et ici, vous avez les bassins de lagunage qui traitent les eaux en sortie de 2 fosses septiques, notamment les fosses septiques d'une entreprise qui lave des couvertures, tout un tas de matériel pour les chevaux, sur des procédés écologiques d'ailleurs. Voilà, alors, rapidement, quelques idées à retenir. Les installations équestres ou hippiques peuvent répondre, bien évidemment, comme tout autre projet, au principe de l'éco-conception et viser quelques-unes des 14 cibles HQE. En raison de leur spécificité, l'hébergement et l'utilisation des chevaux, les domaines suivants sont plus particulièrement concernés. Donc l'intégration dans l'environnement, la gestion de l'eau, du fumier, le confort hygrométrique, la qualité sanitaire de l'eau et de l'air. Cette démarche reste toutefois essentiellement volontaire et non pas contrainte et obligatoire. L'éco-conception est aussi mise à mal par l'économie, en raison principalement des périmètres d'observation, d'analyse et de comparaison des coûts qui ne sont pas adaptés au développement durable. La seule prise en compte traditionnelle du coût initial, c'est-à-dire du coût de travaux, pénalise l'éco-conception, qui demande à considérer un coût global qui inclut les coûts d'exploitation et de fonctionnement. C'est donc une façon de considérer les choses et les projets, un état d'esprit qui doivent progressivement évoluer pour intégrer et concilier règles d'urbanisme et éco-conception. Pensée globale, agir local, dont tout le monde sait que ça a été dit par M. Dubos, au premier sommet de la Terre, à Stockholm en 72. Merci pour votre attention. Patientez pour les questions, puisque c'est la règle. Voilà.